présente des excuses à mon ex devant mon fils. Ici même. Où je divorce ce soir. Mon mari a lancé. J'ai souri et j'ai fait glisser mes propres papiers signés sur la table. Mon beau-fils est devenu pâle et s'est enfoncé dans sa chaise lorsqu'ils sont arrivés à la page 4. Présente des excuses à mon ex devant mon fils. Ici même, où je divorce ce soir, a lancé mon mari. J'ai souri, j'ai cherché dans mon sac à main et j'ai fait glisser un dossier signé sur la table de la salle à manger. Jason a réussi à lire jusqu'à la page 4 avant que son visage ne perde toute couleur. Il a cherché sa chaise derrière lui, l'a manqué la première fois, puis s'est laissé tomber sur le siège comme si ses genoux avaient cessé de fonctionner. Sa femme, Emily, s'est penchée vers lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Jason n'a pas répondu. Mark était toujours debout au bout de la table, une paume pressée à plat contre le bois. Ses lunettes de lecture reposaient à côté de son assiette, et il y avait une traînée de sauce sur le poignet de la chemise bleue que j'avais repassée ce matin-là. Linda, son ex-femme, tenait son verre de vin à mi-chemin de sa bouche. Personne ne bougeait. Le rôti de bœuf que j'avais mis 4 heures à préparer se trouvait entre nous, en train de refroidir. C'est à ce moment-là qu'ils ont finalement compris que je n'étais pas venu au dîner du dimanche pour me rendre. Mais pour comprendre pourquoi mon mari avait rassemblé son ex-femme, son fils, sa sœur et sa belle-fille autour de ma table pour exiger des excuses de ma part, vous devez savoir ce que c'était que d'être marié à Mark Bennett. Pas au début. Le début était charmant. J'ai rencontré Mark quand j'avais 47 ans lors d'un séminaire sur la retraite dans le centre-ville d'Indianapolis. Je travaillais dans la paix et les avantages sociaux pour une entreprise de dispositifs médicaux, donc j'étais là à titre professionnel. Mark était un courtier en assurance commerciale qui avait été invité à parler de la couverture des soins de longue durée. Il était confiant sans être bruyant, drôle sans trop en faire. Après, il m'a trouvé près du stand de café et a dit « Vous étiez la seule personne dans cette pièce qui semblait plus intéressée par les petits caractères que par les biscuits gratuits. » Je lui ai dit que les biscuits étaient rassis. Il a répondu « Alors un dîner est le moins que je puisse faire. » J'étais veuve depuis 5 ans à ce moment-là. Mon premier mari, Tom, est décédé après une courte bataille contre le cancer du pancréas. Nous n'avons jamais eu d'enfant, et après sa mort, je me suis habitué à vivre seul dans l'appartement que nous avions acheté à Broadripple. Je me disais que j'étais satisfaite. La plupart du temps, j'avais peur de construire une autre vie et de la perdre. Mark semblait sûr. Il avait un fils adulte, Jason, et une ex-femme nommée Linda. Il parlait avec fierté de la façon dont ils étaient restés une famille proche après le divorce. À l'époque, je pensais que cela témoignait de la maturité. Je ne comprenais pas que dans la famille de Mark, rester proche signifiait que Linda gardait le statut d'épouse tandis que j'héritais lentement des responsabilités. Pendant les fêtes, Linda prenait le contrôle de la cuisine sans demander. Au dîner d'anniversaire de Mark, elle s'asseyait à côté de lui parce que, comme elle l'a expliqué un jour, c'est là que je me suis toujours assise. Jason m'appelait quand il avait besoin d'aide pour examiner des documents d'assurance. Garder les petits-enfants ou calculer les charges sociales pour l'une de ses idées d'entreprise. Mais quand il me présentait à des amis, j'étais toujours la femme de papa. Jamais Claire, jamais la famille. Il y avait aussi des petites choses. Le genre de choses qui semblent mesquines quand on les répète à voix haute. Une photo de Noël en famille où Linda se tenait à côté de Mark et on m'a demandé de tenir le téléphone. Une photo encadrée de la remise de diplôme de Jason qui incluait Mark et Linda, placée sur la cheminée après que mon portrait de mariage avec Mark a été déplacé dans le couloir. Une carte d'anniversaire signée de nous tous, bien que personne n'ait pensé à inclure mon nom. Chaque fois que je disais quelque chose, Mark me donnait la même réponse fatiguée. Ne transforme pas tout en compétition. Alors j'ai appris à me taire. Cet après-midi-là, le dimanche où tout a éclaté, j'avais pris 2 ibuprofènes pour mon genou et commencé le dîner avant midi. J'ai fait dorer le rôti dans ma cocotte en fonte, épluché des pommes de terre, préparé des haricots verts au bacon, et je suis allé chez Mégé pour acheter des petits pains parce que Mark disait que Jason aimait cette marque en particulier. À 18h30, tout le monde était arrivé. Linda a apporté du vin, mais pas de nourriture. Carole, la sœur aînée de Mark, a apporté une tarte au pacan et a immédiatement demandé si j'avais assez de crème fouettée. Jason et Emily sont arrivés avec leurs 2 enfants qui ont couru à l'étage pour regarder un film avant même que j'aie pris leur manteau. La raison du dîner était censément le projet de Jason d'acheter Henderson Lawn & Landscape, une petite entreprise à Fisher.
Le propriétaire prenait sa retraite, et Jason avait passé des mois à parler de la façon dont cette entreprise lui donnerait enfin quelque chose à lui. Je lui avais souhaité bonne chance. Ce que je n'avais pas fait, c'était d'accepter de le financer. 3 jours avant le dîner, un agent de crédit m'avait appelé au travail et m'avait demandé si j'avais l'intention de mettre mon compte de retraite personnel à disposition dans le cadre d'un plan de liquidité familiale. Je pensais qu'il s'était trompé de Claire Bennett. Ce n'était pas le cas. Quand j'ai interrogé Marc à ce sujet, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Ce sont des formalités préliminaires. Mon compte de retraite n'est pas une formalité préliminaire. Personne ne prend ton argent. Alors pourquoi mon nom figure-t-il sur le dossier de prêt de Jason? Marc a soupiré comme si je lui avais demandé d'expliquer l'électricité. Parce que les banques veulent voir la situation familiale dans son ensemble, c'est tout. J'ai posé la même question à Jason par téléphone. Il a dit, « Papa m'a dit que tu étais d'accord pour aider. » Je n'ai jamais dit ça. Il y a eu une pause. Puis Jason a répondu, « Eh bien, tu sais à quel point c'est important pour nous. » Ce mot « nous » faisait beaucoup de travail dans la famille de Marc. Au dîner, Linda a soulevé le sujet avant que nous ayons fini la salade. Elle a dit que Jason avait été profondément embarrassé par mon appel téléphonique. Je ne pense pas que tu comprennes à quel point il est humiliant de remettre en question l'honnêteté d'un homme quand il essaie de subvenir aux besoins de ses enfants. J'ai posé ma fourchette. J'ai demandé pourquoi mes biens apparaissaient dans des documents que je n'avais jamais vus. Jason a secoué la tête. Tu as fait comme si je te volais. J'ai posé une question. Tu as accusé mon fils, a dit Linda. Marc était resté silencieux jusque-là. Cela aurait dû m'alerter. Il a plié sa serviette, l'a placée à côté de son assiette et a dit, « Claire, ça a assez duré. » Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui a assez duré? Tu as embarrassé Linda. Tu as embarrassé Jason. Tu as transformé une opportunité familiale en une sorte d'enquête. Émilie fixait son assiette. Carole a murmuré, peut-être que tout le monde devrait se calmer. Linda s'est adossée à ma chaise, la chaise que j'utilisais toujours à table, et a attendu. Marc s'est levé. Présente des excuses à mon ex devant mon fils, ici même, où je divorce ce soir. Pendant une seconde, j'ai failli le faire. C'est la partie que les gens omettent quand ils racontent des histoires sur le fait de finalement s'affirmer. Ils font paraître le courage comme quelque chose de propre. Le mien ne l'était pas. J'ai regardé le visage de Marc et je me suis souvenu de lui dormant dans un fauteuil d'hôpital après mon opération du genou. Je me suis souvenu de notre voyage à travers City où nous nous sommes perdus et avons ri jusqu'aux larmes. Je me suis souvenu des dimanches matins où il m'apportait du café avant que le reste de la famille ne commence à appeler. Je l'aimais vraiment. Et à 55 ans, partir n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était l'assurance maladie, les frais juridiques, les cartons de déménagement, les taux hypothécaires, et se demander qui me ramènerait à la maison si j'avais besoin d'une autre intervention. Ma main tremblait quand j'ai cherché dans mon sac à main. Marc a pris cela pour de la peur. Son expression s'est un peu adoucie. Il pensait que je cherchais un mouchoir. Au lieu de cela, j'ai sorti l'enveloppe de couleur crème que mon avocate avait préparée et j'ai placé le dossier devant lui. « Tu n'as pas besoin de me menacer de divorce, ai-je dit. Je suis venu préparer. » Marc a jeté un coup d'œil à la première page et a eu un petit rire. Jason a tendu la main par-dessus la table et la lui a prise. La page 1 était une proposition de règlement signée. La page 2 listait mes actifs personnels. La page 3 retirait tout consentement, oral, implicite ou autre, à ce que mes biens soient utilisés en lien avec l'achat de l'entreprise de Jason. Puis Jason est passé à la page 4. Son visage est devenu blanc. Émilie a touché son bras. Jason. J'ai regardé Marc directement. Vas-y, ai-je dit. Dis-leur pourquoi le compte de retraite de mon mari décédé apparaît sur la demande de prêt de ton fils. 11 semaines avant ce dîner, j'étais assise à mon bureau à Indianapolis, essayant de finir la paix avant le déjeuner, quand mon téléphone de bureau a sonné. Madame Bennett? Ici Claire. Mon nom est Daniel Foster, de la Hoosier Community Bank. J'ai juste besoin de vérifier quelques éléments liés à une acquisition commerciale en cours. J'ai froncé les sourcils. Je suis désolé, je pense que vous vous êtes trompé de personne. Il y eut une courte pause pendant qu'il regardait ce qu'il y avait sur son écran.
Cela concerne Henderson Lawn and Landscape. Je me suis un peu détendu. Oh, vous avez probablement besoin de mon mari. Je m'excuse si je me trompe, dit-il prudemment. Notre dossier indique que vous participerez au soutien de liquidité de la famille. J'ai cligné des yeux. Le quoi de la famille? Une autre pause. J'ai peut-être appelé avant que toutes les parties ne soient informées. Il sembla soudainement mal à l'aise. Je pense qu'il est préférable que vous discutiez de la question avec les demandeurs principaux. Avant que je puisse poser une autre question, il a poliment mis fin à l'appel. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai essayé de me convaincre que c'était un malentendu. Les banques mélangeaient les papiers. Les gens comprenaient mal les conversations. Peut-être que Marc avait simplement mentionné que nous étions financièrement à l'aise. Pourtant, quelque chose dans la voix de l'agent de crédit me restait en tête. Pas ce qu'il avait dit, mais ce qu'il avait arrêté de dire. Ce soir-là, Marc regardait les nouvelles locales avec les pieds sur la table basse quand j'ai abordé le sujet. Est-ce que Jason a mis mon nom sur quelque chose pour son prêt d'entreprise? Il n'a même pas détourné les yeux de la télévision. Il collecte des informations. Ils ont demandé si je prévoyais de soutenir l'achat. Ils ont demandé à tout le monde. Je n'ai jamais accepté de soutenir quoi que ce soit. Marc a soupiré. Claire. Il a coupé le son de la télévision. Ils veulent juste voir l'ensemble du tableau financier. Mon compte de retraite ne fait pas partie du tableau financier de Jason. Personne ne prend ta retraite. Alors pourquoi la banque pensait-elle le contraire? Il a souri du même sourire patient que les gens utilisent avec les enfants effrayés. Tu t'inquiètes pour des formalités préliminaires. Peut-être que je voulais le croire, parce que le croire était plus facile que d'admettre que j'avais peut-être épousé quelqu'un qui pouvait nonchalamment proposer mon avenir sans me le demander. Pendant quelques jours, j'ai laissé tomber. Ou du moins, j'ai fait semblant. Mais une fois que le doute trouve un endroit où s'asseoir, il ne part pas tranquillement. Il vous suit dans les supermarchés. Il vous empêche de dormir à 3 heures du matin. Il voyage à vos côtés pendant votre trajet. J'avais 55 ans. Recommencer à zéro n'était plus seulement une décision émotionnelle. Cela signifiait calculer l'assurance maladie avant Medicare. Cela signifiait se demander si je pourrais encore prendre ma retraite à 63 ans comme Tom et moi l'avions prévu. Cela signifiait déménager des meubles avec un genou qui se plaignait déjà chaque fois que la pluie était annoncée. Une nuit, je me suis réveillé à 3h12. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur en bas. J'ai enroulé un coussin chauffant autour de mon genou droit, mis mes lunettes de lecture et me suis assise à l'îlot de cuisine avec une tasse de camomille. J'ai ouvert nos comptes en ligne. Rien d'évident ne semblait anormal. Pas d'argent manquant, pas de retrait mystérieux. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je cherchais au mauvais endroit. La réponse m'est venue 2 samedis plus tard. J'avais besoin d'indications pour une clinique de physiothérapie, alors je les ai imprimées depuis l'ordinateur du bureau de Marc à la maison. L'imprimante a toussé 2 fois avant que ma page n'apparaisse. En dessous se trouvaient plusieurs feuilles que quelqu'un avait oublié de récupérer. Normalement, je les aurais mises de côté sans regarder. Au lieu de cela, une phrase a attiré mon attention. Résumé des actifs du ménage. Je n'aurais pas dû lire une ligne de plus. Je le sais. Mais mon propre nom apparaissait à mi-chemin de la page. Tout comme l'adresse de notre maison de Carmel. J'ai lentement soulevé la pile. Il y avait un projet d'état financier, une lettre d'accompagnement adressée à la Hoosier Community Bank, un tableau des actifs et un document non signé intitulé « Reconnaissance du conjoint ». Rien de tout cela ne portait ma signature. Pourtant, page après page, nos biens étaient décrits comme si certains actifs allaient bientôt devenir disponibles pour soutenir l'achat de Jason. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a noué l'estomac. Mon appartement de Broadripple. Pas l'appartement lui-même, que j'avais vendu 2 ans plus tôt. Mais le compte de courtage financé par ses recettes. Il était répertorié sous ressources familiales disponibles. En dessous, le compte de retraite de Tom. Le compte de retraite de mon défunt mari. Il n'était pas en cours de transfert. Il n'avait pas été mis en gage. Mais les documents suggéraient que ces fonds feraient partie de la solidité financière combinée de la famille après une consolidation future. Consolidation future? Personne n'avait jamais parlé de consolider quoi que ce soit.
J'ai soigneusement photographié chaque page avec mon téléphone. Puis j'ai replacé les originaux exactement où je les avais trouvés. Quand Marc est descendu 20 minutes plus tard, il m'a embrassé sur le front et m'a demandé si je voulais des pancakes. Je l'ai regardé et je me suis demandé combien de conversations il avait eues sur mon avenir sans que je sois dans la pièce. J'ai décidé de ne pas le confronter. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai demandé nonchalamment pendant le petit déjeuner. Alors, as-tu dit au prêteur de Jason que nous allions combiner davantage nos finances? Son couteau a cessé d'étaler de la confiture de fraises pendant une brève seconde. Puis il a recommencé à bouger. J'ai dit que nous étions en bonne situation. As-tu mentionné mon compte de courtage? Il a haussé les épaules. Ils ont posé des questions générales. As-tu répondu? Il m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse de café. Pourquoi m'interroges-tu? Je pose des questions et je réponds. Non, Marc. J'ai soutenu son regard. Tu évites. Son expression s'est durcie. C'est exactement pourquoi je ne voulais pas t'entraîner dans tous les détails. Cette phrase a eu plus d'impact qu'il ne le pensait. Ne pas vouloir m'entraîner dans tous les détails. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était plus facile si je ne savais pas. Le mardi suivant, je me suis rendu au centre-ville d'Indianapolis pendant ma pause déjeuner et j'ai rencontré Rachel Mendoza. Ma sœur, Denise, avait insisté. Tu n'as pas encore besoin d'un avocat spécialisé en divorce, m'avait-elle dit. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te dire si tu imagines des choses. Rachel a passé près d'une heure à examiner les photos sur mon téléphone. Elle n'a jamais interrompu. Quand elle a finalement levé les yeux, sa voix est restée calme. Claire, d'après ce que je vois, personne n'a légalement pris vos actifs. Je me suis senti respirer à nouveau. Mais. Il y avait toujours un mais. Ces documents suggèrent fortement que votre mari a présenté votre future coopération comme si elle était déjà garantie. Donc, je ne suis pas folle. Non. Elle a croisé les mains. Vous ne réagissez pas de manière excessive non plus. Rachel a expliqué que les documents bancaires seuls ne signifiaient pas nécessairement une fraude. Les brouillons changent. Les demandes évoluent. Les gens font des suppositions. Mais les suppositions deviennent dangereuses lorsque tout le monde agit comme si le consentement avait déjà été donné. Son conseil était simple. Ne rien signer. Virer mon salaire sur un compte que je contrôlais seul. Geler mon crédit. Rassembler des documents. Rester calme. Puis elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Claire, est-ce que votre mari vous a encouragé à tout combiner? J'ai hoché la tête. Depuis des années. Et si vous l'aviez fait? Je connaissais déjà la réponse. L'entreprise de Jason aurait eu accès à bien plus que ce que quiconque avait jamais admis. Alors que je me levais pour partir, Rachel a fait glisser une page photocopiée sur le bureau. Gardez ceci avec vous. J'ai baissé les yeux. C'était la page 4. Près du bas se trouvait la signature de Jason sous une attestation certifiant que le soutien familial répertorié avait été divulgué en connaissance de cause du propriétaire. Rachel a tapoté la signature d'un doigt. Quand il réalisera que vous n'avez jamais approuvé quoi que ce soit de tout cela, dit-elle doucement, c'est la page qui va le terrifier. Je l'ai glissé dans mon dossier. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me demandais pas si j'imaginais le problème. Je décidais comment me protéger avant que quelqu'un d'autre ne puisse décider de mon avenir à ma place. Jason continuait de fixer le papier. Emily se pencha plus près, essayant de lire par-dessus son épaule. Jason? Il déglutit une fois avant de répondre. Papa. C'est tout ce qu'il a réussi à dire. Marc a tendu la main vers le dossier, mais Jason l'a gardé. Qu'est-ce que c'est? Demanda Linda avec impatience. Jason ne lui a pas répondu non plus. J'ai plutôt regardé mon mari. Il croyait encore qu'il pouvait s'en sortir en parlant. Claire, dit-il avec un soupir irrité. Tu fais une scène pour des formalités préliminaires. Non, ai-je répondu calmement. La scène a commencé quand tu as exigé que je m'excuse d'avoir demandé pourquoi le compte de retraite de mon mari décédé apparaissait dans les documents de près de ton fils. Les yeux d'Émilie se sont tournés vivement vers Marc. Quel compte de retraite? Marc l'a ignoré. Il a regardé directement Jason.
Donne-moi les papiers. Jason n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a de nouveau baissé les yeux sur la page 4. Ses lèvres bougeaient silencieusement alors qu'il lisait la certification une deuxième fois. Puis il a chuchoté, presque pour lui-même, « J'ai signé ça ». Émilie lui a doucement pris le dossier. Elle a lu jusqu'à ce qu'elle atteigne le paragraphe que Rachel avait souligné lors de notre rencontre. Son expression a changé presque immédiatement. Elle a regardé Jason. « Tu leur as dit qu'elle savait ». Jason s'est frotté les deux mains sur le visage. Ce n'était pas comme ça. J'ai finalement pris la parole. Alors, dis-nous comment c'était. Personne n'a interrompu. Jason avait l'air épuisé. Papa m'a dit, commença-t-il. Papa m'a dit que tu avais déjà accepté d'aider. Il a dit que la paperasse n'avait tout simplement pas encore suivi. Linda fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Marc répondit avant que Jason ne le puisse. Je lui ai dit que nous soutiendrions la famille. Non, dis-je doucement. Tu lui as dit que j'avais déjà accepté. La mâchoire de Marc se serra. Tu déformes mes mots. Je n'ai pas besoin de le faire. Je plongeai à nouveau ma main dans mon sac. J'ai apporté autre chose. J'ai posé mon téléphone sur la table. Je n'enregistre pas secrètement les gens. Je ne l'ai jamais fait. J'ai tapoté l'écran. Mais parfois, les gens laissent des preuves d'eux-mêmes. Un message vocal a commencé à jouer à travers le haut-parleur. La voix de Marc a rempli la salle à manger. Jason, n'aborde pas la demande de prêt au dîner. Claire n'a pas besoin de tous les détails tant que la banque n'est pas prête. Une fois que tout sera finalisé, elle comprendra pourquoi nous avons géré ça de cette façon. L'enregistrement a pris fin. Personne n'a parlé. Marc fixait le téléphone comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Finalement, il a marmonné, j'ai appelé le mauvais numéro. En effet, ai-je dit. Tu voulais appeler Jason. Émilie a lentement baissé le dossier. Tu savais qu'elle ne savait pas. Marc a tenté de se reprendre. Ce n'était pas un mensonge. Absolument que si, a dit Émilie. J'attendais le bon moment. Le bon moment, ai-je demandé. Après que mes comptes soient déjà devenus une partie du financement de Jason? Non, sa voix monta. Personne ne volait ton argent. Je n'ai jamais dit que vous le faisiez. Tu continues d'agir comme si j'avais vidé ton compte en banque. J'ai dit que tu avais proposé des actifs qui n'étaient pas à toi de proposer. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. De l'autre côté de la table, Carole a finalement parlé. Peut-être que tout cela n'est qu'un malentendu. Je l'ai regardé. Carole, si quelqu'un disait à une banque que tes économies pour la retraite deviendraient probablement disponibles le mois prochain, appellerais-tu cela un malentendu? Elle a baissé les yeux dans son café. Je suppose que non. Linda fixait toujours Marc. Tu m'as dit que le financement de Jason était déjà sécurisé. Il était censé l'être. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Sa voix avait changé. Plus calme, plus tranchante. Tu m'as dit que Claire avait déjà accepté. Marc a hésité. J'ai supposé qu'elle le ferait. Linda a ri une fois. Il n'y avait aucun humour là-dedans. Alors c'est pour ça que tu me voulais ici? Il fronça les sourcils. Quoi? Tu voulais que je lui mette la pression. Personne n'a nié parce que personne ne le pouvait. Linda a lentement pris son verre de vin avant de le reposer sans y toucher. Tu m'as laissé passer 20 minutes à critiquer cette femme pour quelque chose que tu savais qu'elle n'avait pas accepté. J'essayais d'éviter un conflit inutile. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un petit rire m'a échappé. Tout le monde m'a regardé. Je suis désolé, ai-je dit. C'est juste. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais entendu le chantage être décrit comme de l'évitement de conflit. Même Émilie a couvert sa bouche pour cacher un sourire. Marc m'a pointé du doigt. La voilà. Quoi? Cette attitude. Non, Marc. Je me suis adossé à ma chaise. Ceci est la première conversation honnête que nous ayons eue depuis des mois. Jason a soudainement repoussé sa chaise. Papa. Sa voix s'est brisée. Si la banque découvre qu'elle n'a jamais approuvé ça.
J'ai répondu avant que Marc ne le puisse. Ils le sauront déjà. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Quoi, a dit Marc. Je t'ai donné jusqu'à demain matin. J'ai fait glisser une autre page sur la table. La lettre de Rachel. Elle n'était ni émotive, ni menaçante. Elle déclarait simplement que je n'avais jamais autorisé l'utilisation de mes actifs personnels, que je n'avais jamais accepté d'agir en tant que garante, et demandait que le prêteur corrige toute supposition inexacte avant de procéder. La lettre part à 9 heures demain. Jason avait l'air malade. Mon acompte ? J'ai hoché la tête. La banque pourrait demander des documents supplémentaires. Il a enfoui son visage dans ses mains. J'ai déjà payé 42 000 $. Émilie le fixa. Tu m'as dit que ce n'était pas risqué. Je ne pensais pas. Non, l'interrompit-elle. Tu n'as pas pensé. Marc a frappé la table de sa paume. C'est exactement ce que j'essayais d'empêcher. Je l'ai regardé. Non. J'ai gardé ma voix calme. Tu essayais de m'empêcher de le découvrir. Silence. Le genre de silence qui remplit une pièce entière. Finalement, Marc a prononcé la seule phrase dont je pense que je me souviendrai pour le reste de ma vie. Tu aurais pu aider si tu avais vraiment aimé cette famille. Pendant une seconde, cela a fait plus mal que tout le reste. Parce qu'une partie de moi voulait toujours qu'il me choisisse. Voulait toujours qu'il dise qu'il était désolé. Voulait toujours que ce dîner se termine avec tout le monde s'embrassant et prétendant que rien de tout cela ne s'était passé. Au lieu de cela, j'ai réalisé quelque chose. Il ne défendait pas le mariage. Il défendait un accès. Un accès à mes économies, à ma retraite, à mon avenir. Je me suis levé lentement. Mon genou droit a protesté après être resté assis si longtemps, et je me suis stabilisé contre le dossier de la chaise. Marc l'a remarqué. Son expression s'est un peu adoucie. Claire. Tu sais ce qui est étrange, ai-je dit. J'ai passé des semaines à me demander si j'avais été trop méfiante. J'ai pris mon sac à main. J'ai perdu le sommeil. Je me suis remise en question. Je me suis inquiété de devenir une de ces personnes qui voient des problèmes partout. J'ai regardé autour de la table. Il s'avère que je n'étais pas assez méfiante. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, Marc a appelé mon nom. Où vas-tu ? J'ai ouvert la porte. Chez ma sœur. Nous n'avons pas fini. Je me suis retourné une dernière fois. Non. J'ai regardé Jason. Ton prêteur et mon avocate finiront ça demain. Puis j'ai regardé Marc. Et que notre mariage survive ou non à cette nuit n'est plus ta décision. Je suis sorti dans la douce soirée de l'Indiana. Le soleil avait presque disparu, mais l'air sentait encore l'herbe fraîchement coupée. J'avais à peine atteint ma voiture quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi. Claire. C'était Émilie. Elle a traversé l'allée en hâte, serrant son sac à main contre elle. Je dois te dire quelque chose, dit-elle à bout de souffle. C'est à propos du prêt. Elle hésita. Et c'est pire que ce que tu penses. Émilie ne s'est pas arrêtée avant d'atteindre ma voiture. La lumière du Porsche derrière elle projetait de longues ombres sur l'allée. Et pendant une seconde, elle avait l'air presque aussi secouée que Jason. Claire, s'il te plaît, ne pars pas tout de suite. J'en ai assez entendu pour ce soir. Je sais, mais tu dois entendre ça. Elle a jeté un coup d'œil vers la maison pour s'assurer que personne ne l'avait suivie. Je n'ai découvert une partie de ça que la semaine dernière. Ma main est restée sur la portière de la voiture. Découvert quoi ? Émilie a pris une lente inspiration. Jason n'a pas seulement versé l'acompte de 42 000 $. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire ? Il a emprunté 25 000 $ sur notre marge de crédit hypothécaire pour que l'affaire se fasse. Je l'ai regardé fixement. Il m'a dit que ton argent remplacerait ce risque une fois que tout serait conclu. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Émilie avait l'air embarrassée. Je l'ai cru parce que, honnêtement, j'ai cru ton mari. Moi aussi, dis-je doucement. Elle a hoché la tête, les yeux se remplissant de larmes. Je ne pense pas que Jason s'attendait à ce que tu dises non. Marc n'arrêtait pas de lui dire que c'était juste temporaire. Temporaire.
Ce mot semblait tout excuser dans le monde de Marc. Mensonge temporaire, pression temporaire, silence temporaire. J'ai remercié Émilie de me l'avoir dit et j'ai conduit directement chez ma sœur Denise à Greenwood. Je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que je doutais encore de ma décision, mais parce que je savais ce que le lendemain allait changer. Le lundi matin à 8h55 précise, j'étais assise en face de Rachel Mendoza dans son bureau surplombant Monument Circle. Elle a relu la lettre finale une dernière fois. Pas d'accusation, dit-elle, seulement des faits. Elle a fait glisser le document vers moi. La lettre déclarait que je n'avais jamais autorisé l'utilisation de mes actifs personnels, que je n'avais jamais accepté de garantir le prêt de Jason, et demandait que le prêteur ignore toute représentation suggérant le contraire. Rien d'émotionnel, rien de dramatique, juste la vérité. Rachel m'a regardé. Une fois que ceci sera envoyé, il n'y aura pas vraiment de retour en arrière possible. J'ai pensé à Marc, à notre mariage, à tous les dimanches matins que nous avions passés à boire du café sur la terrasse arrière. Puis je me suis souvenu de lui me disant de m'excuser dans ma propre salle à manger. Envoyez-la. Elle a hoché la tête une fois. C'est fait. Marc m'a envoyé un SMS moins d'1 heure plus tard. Rentre à la maison. Nous devons arranger ça. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre message est apparu. Tu humilies cette famille. Toujours rien. Puis vint le troisième. Si tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui, ne prends pas la peine de revenir. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis j'ai tendu mon téléphone à Rachel. Elle a souri légèrement. Il pense toujours qu'il négocie depuis une position de force. Au lieu de répondre, nous avons finalisé la demande de divorce. Rachel l'a déposée cet après-midi-là. La riposte est venue plus vite que prévu. Le mardi soir, mon téléphone a cessé de fonctionner. Marc m'avait retiré du forfait familial. La carte de crédit conjointe a été refusée lorsque j'ai essayé de faire des courses. Lorsque je suis allé à la maison le mercredi soir pour récupérer des vêtements pour le travail, le clavier du garage a clignoté en rouge. Accès refusé. Je suis resté dans l'allée, tenant un sac à vêtements vide, tandis que mon genou me lançait à force de monter et descendre de la voiture. De l'autre côté de la rue, Monsieur Henderson arrosait sa pelouse. Il a poliment fait semblant de ne pas me remarquer devant ma propre maison. Je ne me suis jamais sentie aussi petite. Pas en colère, juste effacée. Rachel a organisé une récupération formelle des biens pour le vendredi matin. J'ai détesté chaque minute. Franchir la porte d'entrée avec mon avocate au lieu de mon mari, c'était comme visiter la vie de quelqu'un d'autre. 3 semaines plus tard, nous étions assis dans un bureau de médiation au centre-ville d'Indianapolis. La salle de conférence était simple. Moquette grise, café bon marché, une horloge qui faisait un tic-tac beaucoup plus fort qu'elle n'aurait dû. Marc est arrivé avec son avocat. Jason et Linda attendaient dehors car ils n'étaient pas partis au divorce. Bien que tout le monde sache que le prêt commercial planait sur la réunion. Le médiateur nous a encouragés à parler ouvertement. Marc a commencé avant tout le monde. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Claire. J'ai presque souri. Les intentions étaient devenues sa cachette préférée. Rachel a demandé doucement. Alors pourquoi avez-vous dit à Jason que Claire avait déjà accepté de soutenir l'achat? J'ai supposé qu'elle le ferait. Et pourquoi avez-vous dit au prêteur que les actifs familiaux étaient disponibles? Je croyais qu'il le serait. Et pourquoi avez-vous demandé à Claire de ne pas poser de questions? Marc s'est frotté le front. Parce que chaque conversation se transformait en dispute. Rachel n'a pas élevé la voix. Donc, votre solution était de prendre des décisions financières d'abord et de les expliquer plus tard. Marc s'est tourné vers moi. Je protégeais l'avenir de mon fils. Rachel a répondu avant que je ne le puisse. En risquant la retraite de votre femme. Silence. Puis Marc a prononcé la phrase qui a finalement mis fin au mariage dans mon esprit. Une femme décente aurait aidé. Pas je suis désolé. Pas j'aurais dû demander. Juste un autre rappel qu'il croyait que mon rôle était de coopérer. Je l'ai regardé à travers la table de conférence. Pendant ces temps, dis-je calmement, j'ai pensé qu'être une bonne épouse signifiait partager ma vie. J'ai secoué la tête. Tu voulais que je partage mes actifs.
Le médiateur a tranquillement pris une note. La porte s'est soudainement ouverte. Linda est entrée. Son avocat n'était pas là. Elle n'était pas censée être là. J'ai besoin de 5 minutes. Personne ne s'est opposé. Elle portait plusieurs courriels imprimés. J'ai passé 2 semaines à décider si je devais les apporter. Elle les a posés sur la table. Ils sont de Marc. Un courriel m'a glacé le sang. Il avait été envoyé près de 18 mois plus tôt, des mois avant que je ne vende mon appartement de Broadripple. Marc avait écrit à Linda. Une fois que Claire vendra enfin l'appartement et que tout sera sous un même toit, le financement de Jason ne sera plus un problème. Elle ne partira pas pour son avenir. Je l'ai lu 2 fois. Il avait planifié avec mon argent bien avant même que je sache que Jason voulait acheter une entreprise. Linda a croisé les bras. Je n'aime pas ce qui s'est passé. Elle m'a regardé directement. Et je pense toujours que Jason dépendait trop de son père. Puis elle s'est tournée vers Marc. Mais tu as menti à chaque personne dans cette pièce. Les épaules de Marc sont tombées. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air vraiment fatigué. Jason est entré ensuite. Il avait l'air pire qu'au dîner. Son prêt avait été suspendu pendant que la banque demandait des documents révisés. Le vendeur lui avait donné 10 jours ouvrables pour trouver un nouveau financement. J'ai fait confiance à papa. Emily, qui l'avait rejoint en silence, a répondu avant tout le monde. Claire aussi. Jason a baissé les yeux. J'aurais dû te le demander moi-même. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Pas de discours, pas de cris, juste la vérité. La médiation s'est terminée 3 heures plus tard. Marc gardait la maison de Carmel s'il la refinançait à son nom. Je gardais mes comptes de retraite personnels, mon compte de courtage, et le remboursement d'une partie documentée des rénovations que j'avais payées. Plus important encore, chaque document rendait une chose incontestablement claire. Je n'avais aucune responsabilité dans la transaction commerciale de Jason. Alors que nous nous dirigions vers les ascenseurs, Marc m'a rattrapé. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Je sais. Les portes se sont ouvertes. Il a attendu que je dise quelque chose d'autre. Au lieu de cela, je suis entré. Alors que les portes commençaient à se fermer, j'ai regardé l'homme avec qui j'avais un jour imaginé vieillir. C'est, dis-je doucement, exactement pourquoi tu as cru que tu pouvais prendre des décisions pour moi. Les portes se sont refermées entre nous. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas la victoire. Le soulagement. 6 mois après être sorti de ce bureau de médiation, je vivais dans un appartement de 2 chambres juste au nord de Broadripple. Ce n'était pas luxueux. La cuisine faisait la moitié de la taille de celle que j'avais laissée. L'ascenseur faisait un bruit de bourdonnement étrange chaque après-midi, et la machine à glaçons du réfrigérateur semblait déterminée à me réveiller chaque nuit vers 2 heures. Étrangement, j'adorais cet endroit. Pour la première fois depuis des années, chaque pièce m'appartenait. Personne ne réorganisait ma cuisine. Personne n'invitait des gens sans demander. Personne ne se portait volontaire pour mon temps ou mon argent. Le plus difficile n'a pas été le divorce. C'était de reconstruire une vie ordinaire. J'ai dû changer mon assurance maladie par le travail. J'ai rencontré un planificateur financier et j'ai réalisé que je devrais reporter ma retraite d'environ 18 mois à cause des frais d'avocat et des dépenses de déménagement. Mon genou me rappelait toujours quand le temps changeait. Certains matins, monter les escaliers de l'immeuble pendant les exercices d'incendie me semblait être un marathon. Recommencer après 50 ans n'est pas romantique. C'est de la paperasse, des feuilles de calcul budgétaire. Apprendre quel supermarché a la plus courte distance de marche depuis le parking. Accepter que votre corps a besoin d'un peu plus de patience qu'auparavant. Mais chaque semaine devenait un peu plus légère. Ma voisine Ruth m'a convaincu de rejoindre son club de lecture du mardi matin. Aucune de nous ne parlait beaucoup des livres. Nous discutions surtout de petits-enfants, de maux de dos, de recettes, et si la pharmacie avait enfin préparé l'ordonnance de quelqu'un. C'était paisible. La paix était devenue étonnamment précieuse. Environ 4 mois après la finalisation du divorce, Marc a refinancé la maison de Carmel. Comme promis dans le règlement,
j'ai reçu le remboursement des coûts de rénovation documentés que j'avais payés au fil des ans. Pas assez pour me rendre riche. Assez pour que les choses soient justes. L'équité, ai-je découvert, est beaucoup plus silencieuse que la vengeance. Je n'ai jamais su ce qui est finalement arrivé à Henderson Lawn & Landscape. Jason a perdu l'achat. Le vendeur a trouvé un autre acheteur avant que Jason ne puisse obtenir un financement de remplacement. Pas de procès, pas de scène dramatique au tribunal, juste une leçon coûteuse. Un jeudi après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné. Jason. J'ai failli laisser le message sur la boîte vocale. Au lieu de cela, j'ai répondu. Allô? Sa voix semblait plus âgée. Pas physiquement, émotionnellement. Voudrais-tu me rencontrer? Juste une fois. J'ai hésité. Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à dire. Je pense que si. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un Panera Bread près de Nora. Territoire neutre, public, sûr. Jason était déjà là quand je suis arrivé. Il s'est levé à mon approche. J'ai commandé du café, dit-il. Je me suis souvenu que tu prenais toujours une crème. J'ai souri poliment. Je le bois noir maintenant. Il a eu l'air surpris. Je suppose que les gens changent vraiment. Oui. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a touché nos boissons. Finalement, il a parlé. Je te dois des excuses. J'ai attendu. Pas parce que je voulais le mettre mal à l'aise, mais parce que les excuses méritent assez de silence pour devenir honnêtes. Je savais que tu n'avais rien signé. Il a baissé les yeux sur la table. Papa n'arrêtait pas de dire que tu le ferais. Au bout d'un moment, je me suis convaincu que c'était fondamentalement la même chose. Non, dis-je doucement. Ça ne l'est pas. Il a hoché la tête. Je le sais maintenant. Il s'est frotté les mains avant de continuer. Quand je suis arrivé à la page 4 ce soir-là, il s'est arrêté. J'ai réalisé que ma signature était sous quelque chose que je voulais croire au lieu de quelque chose que je savais réellement. Cette phrase m'est restée. Parfois, les gens ne mentent pas parce qu'ils sont mauvais. Parfois, ils mentent parce que la vérité les forcerait à cesser d'obtenir ce qu'ils veulent. Jason m'a regardé dans les yeux. Je t'ai traité comme une partie du plan financier de papa au lieu d'une partie de la famille. J'ai apprécié qu'il ne blâme pas Marc. Pas complètement. Je suis désolé. C'était là. Simple. Pas d'excuses, pas de discours. Je l'ai accepté. Mais l'acceptation n'est pas la même chose que l'oubli. J'espère que tu comprends, dis-je, que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je sais. Si nous devons un jour avoir une relation, ce doit être une relation différente. Il a hoché la tête immédiatement. Pas d'argent, pas de culpabilité, pas de réunion de famille surprise, et pas de supposition que je finirai par changer d'avis parce que quelqu'un d'autre a déjà fait des plans. Un petit sourire a traversé son visage. C'est juste. Avant de partir, il a ajouté tranquillement, Émilie m'a fait venir. J'ai ri. Je m'en doutais. Elle a dit que si je ne pouvais pas m'excuser sans que papa soit à côté de moi, alors je n'étais probablement pas désolé. C'est une femme intelligente. Elle a épousé quelqu'un qui apprend lentement. Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons tous les deux ri. Ce n'était pas un miracle. C'était simplement deux adultes reconnaissant que reconstruire la confiance prend beaucoup plus de temps que de la briser. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une note manuscrite de Linda. Seulement 3 phrases. J'aurais dû demander pourquoi Marc avait besoin d'un public avant d'accepter d'en devenir un. J'espère que tu trouveras un peu de paix. J'ai l'intention de faire de même. Elle n'a jamais demandé à me rencontrer. Moi non plus. Parfois, le respect arrive bien après que l'amitié soit devenue impossible. C'était suffisant. Marc a appelé exactement une fois après que le divorce soit devenu définitif. Il a dit que la maison semblait vide. Il a demandé si une thérapie pourrait encore nous sauver. J'ai écouté tranquillement. Puis j'ai posé une question. Si je n'avais pas eu de compte de retraite, si je n'avais pas vendu mon appartement, serais-tu encore en train de me demander de rentrer à la maison? Le silence a duré près de 10 secondes. Il n'a jamais répondu. Il n'en avait pas besoin.
Certaines questions ferment les portes plus doucement que les disputes ne le pourraient jamais. Aujourd'hui, les dîners du dimanche sont différents. La table de la salle à manger de mon appartement ne peut accueillir que 4 personnes. Cela me dérangeait avant. Maintenant, je pense que c'est exactement la bonne taille. Ruth vient parfois. Ma sœur vient souvent. Il y a quelques mois, Émilie a amené les petits-enfants après avoir demandé plusieurs jours à l'avance. Jason est venu aussi. Pas de discours, pas de prétention que le passé n'a jamais existé. Juste un dessert. Un des enfants a regardé autour de mon appartement et a demandé, « Grand-mère Claire, pourquoi ta table est-elle si petite ?» J'ai souri. Parce que cette table n'a de place que pour les personnes qui ont été réellement invitées. Les adultes ont ri. Les enfants n'ont pas compris. C'était parfaitement bien. Toutes les leçons n'appartiennent pas à la génération suivante. Certaines appartiennent à la nôtre. Avec le recul, les gens me demandent parfois si divorcer à 55 ans était effrayant. Ça l'était. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré en déballant des cartons. Il y a eu des matins où le bruit d'une autre personne préparant du café m'a manqué. Il y a eu des semaines où chaque facture semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Mais la paix est arrivée lentement. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'elle est devenue honnête. Je pensais que les limites étaient quelque chose que l'on construisait après que l'amour ait disparu. Maintenant, je crois qu'elles sont la manière dont un amour sain survit. Les personnes qui vous respectent vraiment ne vous en veulent pas pour vos limites. Elles frappent simplement avant d'entrer. Si vous avez déjà eu l'impression d'être considéré comme faisant partie de la famille uniquement lorsque quelqu'un avait besoin de quelque chose de votre part, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.